Bien. Alors, les organisateurs de cette conférence m'ont fait l'honneur de me convier à dire quelques mots avant que Alexandre Dugin prenne la parole. C'est très aimable à eux, mais dans le même temps c'est très gênant pour moi, car c'est un honneur que j'ai tout à fait conscience de ne pas mériter. Alexandre est un grand intellectuel, un de ceux qui produisent de l'idéologie, des concepts et des vues du monde nouvelles. Moi, je ne suis qu'un passeur. Toute mon action depuis une trentaine d'années s'est limitée à faire découvrir en France des penseurs inconnus ou tomber dans l'oubli, via l'édition ou le travail d'écriture. Rien de plus. Et cela étant, je n'ai pas de honte à avoir pour le travail que j'ai pu effectuer, car beaucoup d'idées et d'auteurs qui sont maintenant du domaine commun dans la mouvance nationale doivent leur révélation à mon travail de longue haleine de traduction et d'édition. Et si vous avez pu lire Alexandre Dugin en français, un jour ou l'autre, si vous le lirez peut-être demain, c'est bien parce que j'ai eu l'occasion de solliciter des traducteurs, de payer des traducteurs, et de faire publier une partie de leur travail ou de mettre en ligne le reste. Donc, si vous êtes là, je me dis, bon, c'est un peu grâce à moi. Voilà, je me suis tressé mes propres louanges, j'ai fait preuve d'une autosatisfaction tout à fait puérile. On va donc passer maintenant aux choses sérieuses. Donc on m'a demandé de vous parler du rôle géopolitique des antifas. Mais avant cela, je vais faire une incise plus personnelle. Mes premiers contacts avec Alexandre Dugin datent de juin 1992. Le bloc soviétique s'était effondré un petit peu avant, en décembre 89, et pour la plupart d'entre vous, ici vous êtes trop jeunes pour comprendre ce que ça a pu être pour nous, qui étions des militants nationaux déjà à cette époque-là, ce que ça a pu être pour nous comme chose d'extraordinaire, puisque nous le croyions immortel. Nous le croyions immortel et nous avions été élevés à le craindre, et nous avions été élevés à croire qu'un jour ou l'autre les tanks soviétiques rouleraient dans les rues de nos villages. Pour vous dire une chose, un exemple tout à fait concret, à cette époque-là, j'étais officier de réserve. J'étais officier de réserve à la fin des années 80. J'ai participé à des manœuvres où nous défendions Saint-Nazaire contre l'armée rouge. Donc si on défendait Saint-Nazaire de façon à ce que les troupes américaines puissent faire débarquer du matériel à Saint-Nazaire, donc ça voulait dire que les Russes avaient quand même dépassé Angers, ils n'étaient pas très loin de Nantes pour que nous défendions Saint-Nazaire. Donc c'était quand même ça l'idée dans laquelle nous avons été élevés. Donc un jour, on voit s'effondrer le bloc soviétique. Et puis, très rapidement, on se dit, ah ben c'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ça qu'on voulait, et nos réactions ont été très rapidement des plus mitigées. Très rapidement des plus mitigées, parce que ce qui se passait à l'Est, en fait, ce n'était que la reproduction de ce contre quoi nous luttions à l'Ouest. Et on voyait à cette époque-là, en fait, à peu près la même pourriture que celle que nous connaissions à l'Ouest, qui allait s'implanter à l'Est. Alors, à cette époque-là, je militais dans des petites organisations, des petits groupuscules, et nous avons eu une volonté, c'est de prendre contact avec nos épigones, qui étaient dans les pays de l'Est, qui étaient en Russie, et c'est comme ça que nous avons rencontré Alexandre Dugin durant l'été 92, à une période où Internet n'existait pas, et où tout se passait par courrier, téléphone et par fax. Voilà. Alors quand je dis nous, c'est bien évidemment ce qu'on appelait à l'époque les groupes nationalistes révolutionnaires de l'époque. Je ne sais plus lequel c'était. Ça devait être un groupe qui s'appelait Nouvelle Résistance à l'époque. C'est ça. Nouvelle Résistance et le Front Européen de Libération. Alors, nous nous sommes tout de suite retrouvés en terrain ami avec les mêmes références à la révolution conservatrice, à la tradition et à l'empire véritable. 20 ans après, vous voyez, nous sommes toujours là, côte à côte, et notre accord est resté constant. Et si cet accord est resté constant, eh bien je pense que c'est parce qu'au-delà des idées politiques, nous avions la même vision du monde. Alors, j'ai pas le temps là, mais si je l'avais eu, j'aurais bien ironisé sur les rapports qu'en parallèle a entretenu pendant 20 ans la mouvance nationale avec ses épigones russes.
Il y a eu là à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire. À peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire, un mélange de parodie, de pose et de provocation qui les a constamment conduits, au lieu de rechercher ce qu'il y avait intéressant dans la Russie, à rechercher ce qu'il y avait de plus provocateur, de plus paranoïaque et de plus ridicule. Ça a commencé par le soutien aux franges les plus provocatrices de Pamiat, après ça a été le soutien aux crypto-nazis de l'Union nationale, et après ça a été l'enthousiasme pour le PNB de Limonov, et plus récemment, quand je vous dis plus récemment, c'est dans les 3 ou 4 dernières années, j'ai vu un certain nombre de blogs et de groupes tresser les louanges de ce que nous appelons les oranges bruns, islamophobes, des gens de Belov ou des choses comme ça, ou se rendre à Moscou. Certains l'ont fait, je vous raconte pas des blagues, certains l'ont fait pour y tenir une conférence internationale sur l'avenir du monde blanc. Voilà. Pourquoi faire ça à Moscou en y faisant venir des gens du Ku Klux Klan des États-Unis? On sombre dans le ridicule. Voilà. Bon, l'extrême droite française, nous le savons tous, est ridicule, méprisable, parodique quand elle agit dans notre pays, quand elle agit à l'international, et il n'y a pas de raison qu'elle soit différente. Donc elle se choisit des alliés qui lui ressemblent. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai dit toute cette méchanceté, n'est-ce pas, et que j'ai jeté ma bile sur des gens qu'on dit proches de moi, je vais revenir au sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est-à-dire vous parler du rôle géopolitique des antifas. Et alors, pour parler du rôle géopolitique des antifas, on va revenir un petit peu en arrière, pas très longtemps, on va revenir aux élections présidentielles. Et durant les élections présidentielles, il y a eu une affaire qui s'est appelée l'affaire Balme. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'affaire Balme, elle est assez intéressante parce qu'elle permet d'introduire la situation. Alors pour ceux qui l'oubliaient, rappelons ce qui s'est produit. René Balme, c'est un fils de résistant. Il est maire d'une petite ville qui s'appelle Grigny depuis 92. Donc c'est quand même un type qui est bien enraciné, il est régulièrement réélu. Il a été communiste. Il était au PC et il a quitté le PC pour rejoindre le Front de gauche de Mélenchon. Il a rejoint le Front de gauche dès sa création. Donc c'est un mec de gauche, c'est incontestable. Mais il n'est pas seulement de gauche, il est aussi anti-impérialiste. Et il anime un petit site qui s'appelle oulala.net. Et c'est là que le bas blesse, c'est là que va se poser le problème, parce que dans ce site qui est assez modéré et assez mal fait, René Balme publie des textes qui contestent la domination de l'Empire du Mal ainsi que les menées de l'OTAN, qui expliquent leurs opérations militaires, qui dénoncent leurs opérations sous faux drapeau. Ce qui fait que René Balme, tout homme de gauche qu'il est, publie parfois des contributeurs qui sont considérés comme des maudits, et c'est ainsi qu'il arrive à publier Soral, Katori, ou qu'il publie aussi Messan. Bon, ça lui est arrivé aussi, comble de l'infamie, si vous voulez, à publier des textes que j'avais mis sur des sites dont je m'occupais à l'époque. Voilà. Vous voyez vraiment, ce type est de gauche. Et jusqu'en mai dernier, personne n'y trouve rien à redire. René Balme, il est investi par le Front de gauche, et il doit représenter le Front de gauche dans les législatives dans la 11e circonscription du Rhône. C'est à ce moment-là que deux magazines sur Internet, Rue 89 et Street Press, déclenchent sur lui une vive campagne sur le thème de l'antisémitisme, du complot rouge-brun et du crypto-fascisme. Il n'est pas soutenu par le Front de gauche, au contraire, il n'est pas soutenu du tout, enfin les mecs le poussent plutôt vers la porte, et René Balme va être obligé de fermer son site et, dans la foulée, va quitter le Front de gauche. Donc voilà la situation. A priori, elle est simple et banale, et c'est bien là le piège. Parce que si on se contente d'en faire une lecture factuelle, on ne peut pas saisir sa réalité et la place qu'elle occupe dans une stratégie générale de manipulation médiatique. Donc, il convient de revenir en arrière et de se souvenir que l'attaque que vient de subir René Balme, il y a quelques mois, n'est pas la première affaire dont sont victimes des militants qui appartiennent incontestablement à la gauche radicale. Alors, si on remonte un peu, pas très loin,
en novembre 2011 et en février 2012, vous avez deux activistes anti-impérialistes de gauche, très connus, Michel Collomb d'Investigation et Victor Dedage du Grand Soir, n'ont pas pu tenir des débats à Paris, je crois que c'était à la Bourse du Travail, ils n'ont pas pu tenir des débats parce qu'il y a eu des nervis d'extrême gauche qui physiquement ont empêché qu'ils tiennent des débats. Durant le second semestre 2011, les militants de l'association Reopen 911, qui est un groupe altermondialiste et pacifiste qui conteste la version officielle du 11 septembre, ont d'eux-mêmes été victimes d'agressions. Et les gens qui les agressaient étaient des gens qui se prétendaient anarchistes. On les a de surcroît non seulement lynchés physiquement, mais on les a en plus lynchés médiatiquement, en les dénonçant comme des antisémites. En janvier 2012, je ne sais pas si vous avez entendu à un moment ou à un autre parler de Philippe Marx. Bon, il avait un nom prédestiné, Philippe Marx, et Philippe Marx était un militant du PC. Militant du PC qui était investi aux législatives en Meurthe-et-Moselle. Il a été dénoncé par un groupuscule anarchisant que personne ne connaissait, comme un antisioniste et un antisémite, et le PC lui a retiré son investiture. Alors, vous allez me dire plutôt, c'est des règlements de chapelle, des règlements de compte entre chapelles, des querelles de clochers de groupuscules d'extrême gauche, c'est une guerre de clans et ça n'a aucun intérêt. Eh bien pas du tout. Pas du tout, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, c'est la concrétisation du ralliement d'une fraction conséquente, voire de la totalité, de la scène gauchiste à la défense de l'oncle Sam, de l'impérialisme occidental. Alors, énoncé comme je viens de le faire, ça vous semble aussi invraisemblable qu'irréel, et pourtant ce que je vous dis est rigoureusement véridique. Alors, pour replacer ça dans un déroulement historique, il faut remonter au début des années 90, et il faut aller en Allemagne, dans la mouvance maoïste. Dans la mouvance maoïste, à ce moment-là, vous avez deux groupes Mao qui vont s'en détacher, se détacher de la mouvance maoïste et qui vont donner naissance à un courant qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle les anti-Dutch. Alors, ils se revendiquent de la thèse de Karl Liebknecht, qui dit que l'ennemi principal réside dans son propre pays. Et le premier groupe maoïste, qui s'appelle l'Arbeiterbund, se revendiquant de cette thèse, va affirmer en conséquence que les Allemands doivent lutter prioritairement contre l'impérialisme allemand et non pas contre l'impérialisme yankee. Pourquoi ? Parce que l'impérialisme yankee affaiblit l'impérialisme allemand. Donc, ce mouvement qui est de gauche, qui est maoïste, qui se revendique du communisme, va continuellement s'opposer aux manifestations contre la guerre contre l'Irak, aux manifestations contre l'intervention de Tsahal à Gaza, et il va s'y opposer en disant aux autres militants d'extrême gauche, vous vous trompez de cible. Vous vous trompez de cible parce que si vous soutenez les mouvements anti-impérialistes dans ces pays-là, eh bien, vous le faites par antisémitisme et vous renforcez votre propre impérialisme national, l'impérialisme allemand. Une deuxième organisation qui s'appelle le Kommunistischer Bund, donc la Ligue communiste, c'est un groupe allemand qui a commencé à s'opposer, a commencé à sortir un peu du bois, en s'opposant à la réunification allemande. Et puis ils vont aller encore plus loin, ils vont être inspirés par Theodor Adorno et Marx Horkheimer, ainsi que de manière assez curieuse par la Société ouverte du libéral Karl Popper. Et ils vont théoriser cette idée que la société libérale bourgeoise est une phase indispensable avant le passage à la société communiste. Et donc ça c'est leur première théorisation, il faut absolument que les pays passent par la phase libérale bourgeoise qui nous permettra d'aller au communisme. Et deuxièmement, ils vont dire qu'un certain nombre de pays dans le monde sont des pays prémodernes, pays prémodernes car ils ne sont pas totalement libéraux dans leurs lois, leurs mœurs ou leur mode de fonctionnement,
et que donc, pour que ces pays-là aient une chance d'accéder au communisme un jour, eh bien, il faut préalablement les avoir fait passer par la case du libéralisme. Et donc, ils vont dénoncer principalement comme pays prémodernes, les pays arabes. Les pays arabes. Alors, par contre, ils vont dire, dans le monde, il y a 3 nations qui sont les plus civilisées, donc parce qu'elles sont les plus libérales, et c'est ces 3 nations-là qui ont le plus de chances, dans un avenir X, de devenir des nations communistes, c'est-à-dire les États-Unis, Israël et la France. Donc il faut soutenir ces nations qui sont les plus civilisées contre les nations qui sont des nations prémodernes, et faire tout ce qu'on peut pour que ces nations prémodernes arrivent au stade libéral, de façon à ce qu'elles puissent avoir la chance, dans un avenir très hypothétique, de devenir des pays communistes. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? Alors, ils classent, ces anti-Dutch classent aussi l'Allemagne, parmi les sociétés prémodernes. Ils classent aussi l'Allemagne contre les sociétés prémodernes parce que le peuple allemand est un peuple irrationnel et non pas un peuple des Lumières, donc ça le classe dans la catégorie prémoderne. Donc, et concrètement, ça va donner quoi ? Ça va donner tout d'abord que les militants de ce courant anti-Dutch, les 2 groupes dont je vous ai parlé, vont soutenir tout ce qui est culturellement anti-allemand. Et alors je ne sais pas si vous en souvenez, parce que la presse en avait un petit peu parlé, quand il y avait eu c'était le mondial de foot, je crois, en Allemagne, il y a 2-3 ans, ils arrachaient systématiquement tous les drapeaux allemands qu'ils pouvaient. Il y avait réellement un problème à Berlin, parce que les gens, il y avait des Turcs qui étaient un petit peu enracinés, ou qui, pour attirer des clients, mettaient des drapeaux allemands, ils se faisaient arracher. Ils ont mené des campagnes comme ça, extrêmement agressives contre le drapeau de leur propre pays. Et puis, on va voir, alors il y a des photos extraordinaires, où on va voir des groupes d'extrême gauche manifester avec les drapeaux américains, avec les drapeaux israéliens. Et il y a à Dresde, je ne sais pas si vous le savez, mais Dresde, c'est une ville en Allemagne qui a été complètement vitrifiée par les bombardiers alliés. Ils vont organiser à Dresde des manifestations de remerciement à Bomber Harris pour le travail qu'il avait fait. On retrouve si ça vous intéresse, vous trouvez les photos assez facilement sur Internet. Or, vous vous dites, on est dans la lunatic fringe. On est dans la lunatic fringe, on est dans la manifestation politique aberrante. Et ça ne va déboucher sur rien. Or, curieusement, ce courant, qui est quand même un courant groupusculaire et vraiment marginal, il va se trouver doté de moyens financiers très importants. Qui va lui permettre de mener une action de publication idéologique conséquente, mais surtout, puisque l'âge d'Internet est arrivé, de créer une multitude de sites Internet. Et puis, ce courant va aussi avoir des relais dans les médias, et des relais qui n'ont aucun rapport avec sa représentativité. Donc, les anti-Dutch, à défaut d'être présents sur le terrain, eh bien, ils vont mener dans leur propre camp une guérilla incessante contre tous les militants anti-impérialistes, anti-occidentalistes ou anti-sionistes, les dénonçant systématiquement comme des fascistes ou des antisémites. Dans le même temps, avec une phraséologie très proche de celle de BHL, ils vont voir dans toutes les interventions militaires des États-Unis ou de l'OTAN d'importants progrès sur la voie de la civilisation. Alors, au début de ce siècle, ce courant va s'implanter en France. Et il va s'implanter en France d'abord dans la mouvance antifa et libertaire, puis sur les marches du NPA. La stratégie suivie sera exactement la même qu'en Allemagne, multiplication de sites internet se reprenant les uns les autres, dénonciation hystérique des militants anti-impérialistes les plus connus comme des crypto-fascistes et des antisémites patentés, et soutien à toutes les manœuvres internationales de l'impérialisme yankee. Alors, ils ont multiplié les sites internet, et tant et si bien qu'on en découvre. J'avais noté là par exemple Opération Poulpe, ça ne dit absolument rien à personne. Opération Poulpe, il y en a un autre qui s'appelle La Feuille de Chou, enfin il y en a tout un lot comme ça. C'est des sites internet qui se reprennent les uns les autres, et ils se présentent systématiquement comme des gens d'extrême gauche. Alors,
extrême gauche, parfois il y a des accros, et je sais pas, vous l'avez peut-être vu, il y a eu, il y a à peu près un an, il y a eu l'étrange histoire Marianne Boutolo. Alors je sais pas si vous avez eu le vent de ça. Marianne Boutolo, c'était une anarchiste libertaire antifasciste, hein, qui collaborait à différents sites internet, Article 11, Indie Media, Rébellion, qui est un site d'extrême gauche lyonnais, hein, et elle se livrait à de frénétiques campagnes d'accusation, hein, dénonçant les infiltrations fascistes d'extrême droite, conspirationnistes, antisémites et tout ce que vous voulez, au sein du mouvement impérialiste. Or, elle s'est attaquée aux gens de l'UPR, c'est l'UPR, hein, je dis pas de bêtises, il y a à peu près à ce moment-là. Les gens de l'UPR ont un petit peu cherché, hein, et ils ont découvert que Marie-Anne Boutolo, elle s'appelait Ornella Guyet, hein, et que c'était un véritable Dr Jekyll et Mr Hyde en jupon. Hein. En effet, sous une identité, elle était une journaliste antifa, hein, et sous sa deuxième identité, elle militait dans la Sarkozy. Hein. Donc c'était assez. Elle militait dans la Sarkozy. Elle fréquentait des séminaires organisés par des membres du Parti républicain américain. Hein, et voilà. Et ce qui est amusant quand même, alors elle a été dénoncée par les gens de l'UPR, mais ça n'a pas eu grande importance. Et ce qui est amusant, c'est que c'est quand même la même Ornella Guyet qui revient cet été et qui est celle qui signe l'article, hein, contre René Balme dans rue 89. Oui, elle a été dénoncée, mais bon, elle a dit mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais été proche de la Sarkozy et des néocons américains, c'est une infamie, hein. Et elle revient toujours en se prétendant antifa et extrême gauche, quoi, pour dénoncer un mec du front de gauche. Alors, quel est l'effet de tout ça? Quel est l'effet de tout ça? Eh bien, c'est quand même, c'est un effet, c'est extrêmement concret. Hein. C'est un effet extrêmement concret, c'est-à-dire que tous les théoriciens de l'anti-impérialisme d'extrême gauche, hein, se sont trouvés progressivement marginalisés. Ils se sont trouvés progressivement marginalisés, ils se sont trouvés démonisés, c'est-à-dire que des gens comme Colomb ou d'autres, qui sont incontestablement des gens de gauche, hein, se traînent maintenant une réputation de néofascistes et d'antisémites, hein, ce qui leur facilite quand même pas la vie, hein, et que progressivement, eh bien, vous avez une atonie de l'extrême gauche contre les manœuvres, les manœuvres de guerre de l'OTAN ou des Américains. Hein. Quand les États-Unis sont intervenus contre l'Irak en 2003 ou quand Israël est intervenu contre Gaza en 2008, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a eu dans les rues des manifestations monstres. Hein, il y a eu de très grosses manifestations, et ces manifestations, il faut pas rêver, c'était pas nous qui les avons faites, c'est l'extrême gauche qui était en grande partie derrière. Bon, eh bien, on a quand même eu l'an dernier une intervention occidentale contre la Libye. Vous avez vu une manif dans la rue, vous? Hein? Bon. Et pire que ça, alors on n'a pas vu de manif d'extrême gauche dans la rue, on n'a pas vu l'extrême gauche mobilisant contre l'intervention en Libye. Mais pire que ça, alors ça vous a peut-être échappé, mais ça valait quand même le coup à cette époque-là qu'on s'en rende compte. Les antifas français ont créé un bataillon international, hein, pour aller soutenir les anti-kadhafistes. Et alors on l'a su parce que une partie de leurs troupes venait de Rennes, qui est une ville pas très loin d'où j'habite, là, venait de Rennes, c'était les groupes antifa de Rennes, c'était globalement ceux qui étaient venus nous agresser, tenter de nous agresser quand Marine Le Pen était venue, et après tenter de nous agresser quand Soral était venu. Hein. Ils se sont dit, bon, on va aller se frotter un peu plus costaud, ils ont été se frotter aux troupes de kadhafistes, et il y en a qui s'est pris une balle dans la tête à ce moment-là. Il est resté tétraplégique. Voilà, bon. Et alors à ce moment-là, il a fallu qu'il soit exfiltré, les services secrets, les services français s'en sont occupés et tout ça, quoi. Mais là on découvre, voyez-vous, les gens d'extrême gauche, hein, partant servir de, je sais pas moi, de mercenaires, on peut dire ça comme ça, quoi, aux troupes de l'OTAN. Hein. Et c'est quand même une évolution. C'est quand même une évolution qui est tout à fait intéressante. Hein. Et si vous voyez la situation en Syrie actuellement, hein, vous n'avez pas. Alors que les partis communistes des pays arabes, hein, s'opposent à l'intervention en Syrie et tout ça, eh bien, si vous regardez en France, c'est au sein de l'extrême gauche que l'on trouve les activistes les plus hostiles au gouvernement de Bachar el-Assad, hein, et à ceux qui voudraient voir la paix régner dans ce beau pays. Hein.
Quant aux intellectuels radicaux ou des militants qui, comme Colomb, Dedage, René Balme ou Philippe Marx, n'ont pas renié leurs idées, eh bien ils sont dénoncés tous les jours comme des salauds, des fachos, des ennemis du peuple, et tout est fait pour les marginaliser. C'est ça le sens de l'affaire Balme. Alors vous allez vous dire, c'est surprenant, mais en fait, ce n'est que la conséquence de l'involution de notre société. Et pourquoi est-ce que l'extrême gauche ne serait pas elle aussi sensible à l'involution? Or, il faut quand même penser à une chose, c'est que je me demande s'il n'y a pas dans l'ADN de l'extrême gauche quelque chose qui l'a conduit à avoir ce genre de comportement. Et c'est pas la première fois qu'elle l'a dans l'histoire. C'est pas la première fois qu'elle est dans l'histoire, puisque si on remonte, alors c'est des choses aussi qu'on nous dit pas que tous les groupes extrémistes de trotskistes à la Besancenot ou autres se gardent bien de nous rappeler. Mais vous remontez en 1940. Vous remontez en 1940 et vous avez une fraction importante, voire majoritaire du mouvement trotskiste, qui est dirigée par des gens comme Schartmann, Burnham ou Schwartz. Qui vont se rallier à la défense du monde libre, et qui vont servir d'armature intellectuelle par la suite, durant la guerre froide, à la lutte antisoviétique. Voilà. Et c'est ces gens-là, chose qu'on vous dit peu, dont on parle assez peu, c'est ces gens-là qui vont former les néocons actuels. C'est-à-dire que le courant néoconservateur américain n'est pas un courant issu de la droite, mais est un courant qui est issu du retournement d'une partie du mouvement trotskiste américain, et qui va donner un habillage idéologique au capitalisme américain, et qui va en même temps, d'ailleurs c'est ça qui est assez dramatique, qui va en même temps mettre complètement hors champ aux États-Unis le véritable courant conservateur qu'on appelle maintenant le paléoconservatisme, mais le paléoconservatisme qui a disparu en tant que force politique, quoi. Voilà, donc moi c'était ce que je voulais vous dire, ce que je viens de vous dire à la fin là, ça confirme que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, ça confirme aussi que les gens d'extrême gauche ont toujours été d'éternels salauds. C'était assez loin, je crois, de l'eurasisme, mais c'est le sujet qu'on m'avait demandé de traiter, donc je laisse la place à la suite à Alexandre Deguine qui va être 100 fois plus brillant que moi. Voilà.